Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à ce webinaire de présentation du cycle ingénieur et des spécialisations de troisième année de l'ENSTA Paris. Je suis Didier Jamet, je travaille à la direction de la communication de l'école et je vais animer ce webinaire aujourd'hui, principalement en étant le relais de vos questions auprès de nos intervenants d'aujourd'hui. Que je vais vous présenter rapidement. Nous avons Thomas Loiseleux, Fabien Smitska, Alexandre Chapoutot et Sonia Fliss. Sonia Fliss est enseignante-chercheuse à l'unité de mathématiques appliquées, responsable du parcours modélisation et simulation. Alexandre Chapoutot est professeur associé à l'unité d'informatique et d'ingénierie des systèmes, autrement dit notre département de robotique, pour le dire vite, et il est responsable du parcours intelligence artificielle. Fabien Smitska, professeur associé du département de mécanique, responsable du parcours mobilité intelligente et ingénierie des véhicules. Et enfin, Thomas Loiseleux, directeur adjoint de la formation et de la recherche de l'ENSTA Paris. Alors, comment ça va fonctionner? En fait, pour poser vos questions, vous avez en bas de l'écran une mystérieuse interface Q et R, ces initiales correspondant évidemment à questions-réponses, et c'est par ce biais que vous pouvez nous poser vos questions. Donc, vous cliquez, vous saisissez vos questions en cliquant sur cet onglet et elles me seront transmises, enfin, elles vont être regroupées par une équipe éditoriale qui est en coulisses et elles vont m'être envoyées pour que je les relaie auprès de nos intervenants. N'hésitez pas, si jamais vous estimez qu'on n'a pas assez bien répondu aux questions que vous posiez, vous pouvez faire une sorte de droit de suite, hein, vous pouvez reposer la question ou demander des précisions, bien sûr. On est là pour qu'il n'y ait aucun point qui soit laissé dans l'ombre. Alors, en attendant peut-être que les premières questions arrivent, je vous propose de commencer par une brève introduction et présentation des caractéristiques fortes et marquantes du cycle ingénieur de l'ENSTA Paris. Et pour cela, je donne la parole à Thomas Loiseleux, directeur adjoint de la formation et de la recherche, donc, étant entendu que les autres intervenants peuvent bien sûr compléter le propos de Thomas s'ils souhaitent apporter des précisions sur leur discipline et leur parcours respectifs. Alors, Thomas, ce cycle ingénieur de l'ENSTA Paris, qui nous vaut d'être dans le groupe de tête des écoles d'ingénieurs en France, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Comment vous le caractériseriez? Alors, comment le caractériser? Déjà, l'ENSTA Paris, c'est une école généraliste. Alors, généraliste, je vais essayer de préciser ce que ça veut dire pour nous. Elle propose une formation qui est pluridisciplinaire et elle permet naturellement de s'intégrer professionnellement dans des secteurs d'activité très variés. Alors, je parlais de pluridisciplinarité, c'est à la fois une pluridisciplinarité scientifique, mais avec un positionnement qui est très conceptuel, j'y reviendrai, mais aussi une pluridisciplinarité non scientifique. Et cette formation, on a à cœur de faire en sorte qu'elle apporte une grande ouverture d'esprit à nos diplômés, une grande plasticité intellectuelle qui rend nos diplômés particulièrement adaptables à différents environnements, à différents problèmes qui leur sont soumis et du coup très appréciés des employeurs. D'accord. Je crois aussi qu'il y a un aspect important qui remonte dans les différents classements où l'ENSTA apparaît, qui est l'excellence académique. Comment est-ce on pourrait l'expliquer en fait, ce bon classement en termes d'excellence académique? Alors c'est vrai qu'on a fait un choix. Il y a un élément que j'ai pas apporté tout à l'heure qui nous distingue, je pense, au sein des écoles généralistes. C'est que tout en étant une école généraliste, l'ingénieur ENSTA, avant tout, c'est un scientifique. Donc c'est vrai qu'on a cette exigence de ne rien lâcher sur le côté scientifique. Les étudiants qui arrivent à l'école utiliseront l'intégralité du bagage qu'ils ont acquis auparavant. Voilà. Nous n'utilisons pas le programme, que ce soit de classe préparatoire ou de licence pour ceux qui arrivent par une licence, juste pour sélectionner. On s'appuie vraiment sur ce bagage complètement.
Et c'est vrai qu'on y est très attentif et on est aussi assez fiers d'avoir un pourcentage d'étudiants qui poursuivent en thèse qui est assez élevé, qui est même très élevé par rapport aux écoles qui nous entourent. On est en général au-dessus de 20% d'étudiants qui poursuivent en thèse, avec sur ces 20%, je dirais la moitié à peu près qui s'insèrent dans le milieu académique et la moitié qui vont en entreprise et qui vont plutôt avoir une carrière, en tout cas au début, d'expert. Voilà, c'est un positionnement qui est important pour nous. D'accord. Et je crois qu'à titre d'illustration de cette excellence académique, on peut par exemple signaler que cette année, l'équipe de l'ENSTA Paris a remporté la manche française du tournoi des physiciens internationaux Tout à fait. Ouais. et aurait dû la défendre à Varsovie au mois d'avril, mais pour les raisons que tout le monde connaît, ça n'a pas été possible. Mais donc, oui, en général, lorsque une équipe française gagne cette manche française, eh bien, l'expérience montre qu'elle gagne au niveau international ou en tout cas qu'elle est deuxième. Donc, Elle est au moins sur le podium. au moins Voilà. sur le podium, voilà. Bah, c'est vrai que l'ENSTA n'est pas naturellement une école de physique, c'est vrai. Cependant, on a plein de diplômés qui poursuivent dans ces domaines-là. Mais la formation qu'on apporte, et notamment avec un bagage mathématique qui a pour vocation à couvrir non seulement un cursus en maths, mais en fait aussi de servir de base pour tous nos futurs diplômés, quelle que soit l'orientation qu'ils vont suivre par la suite, fait qu'ils ont des bases de modélisation qui leur permet en fait de s'insérer très aisément, enfin de poursuivre un cursus en physique. Et là, bah, c'est vrai que cette année, il y a une équipe d'étudiants qui a été soutenue hein, au niveau de l'école, mais qui a gagné cette manche française hein, devant. Alors en général, les gagnants, c'est soit l'école polytechnique, soit le NS Lyon. Voilà. Bah, cette année, on a gagné devant ces deux écoles, devant le SPCI, devant des universités de renom au niveau international, hein, comme Sorbonne Université ou Paris-Saclay. Voilà, on est assez fiers, à dire vrai, de ce résultat et ravis que nos étudiants se soient pris au jeu. Ils sont vraiment beaucoup investis et ça a donné ce très beau résultat. Et alors, comme vous le rappeliez, effectivement, il y a un véritable soutien au sein de l'école de la part des différentes unités d'enseignement et de recherche. Je crois que notamment l'unité de mécanique a aidé à concrétiser, fabriquer certains accessoires pour certaines présentations. Enfin, il y a un vrai soutien de toute l'école. Tout à fait. L'unité de mécanique, l'unité de mathématiques appliquées également, l'unité d'informatique et d'ingénierie des systèmes. Je crois qu'il y a plusieurs entités de l'école qui ont apporté un soutien pour donner aux étudiants la possibilité de effectivement réaliser des montages pour réaliser des expériences et s'appuyer sur ces expériences pour proposer des réponses aux questions qui sont posées dans le cadre du tournoi international de physique, qui sont en général des jolis problèmes. Hein. Enfin, je vous invite tous à aller regarder quels sont les problèmes qui sont posés. C'est des jolies petites questions de physique c'est des vrais problèmes intéressants. Voilà, donc on trouve l'ensemble des questions sur le site internet du tournoi international des physiciens, bon, qui est en anglais très largement, mais voilà. Une première question qui est arrivée. Est-ce que les disciplines et notions non abordées pendant les classes préparatoires aux grandes écoles, finance, sciences humaines, management, intelligence artificielle également, nécessitent des pratiques ou des lectures préliminaires avant l'intégration à l'école? Alors peut-être, est-ce que Fabien aussi aurait quelque chose à nous dire là-dessus, sur l'intelligence artificielle ou... Non, c'est... Alors, sur l'intelligence artificielle, ce serait plus Alexandre, je pense. Oui, autant pour moi. Donc je peux répondre. Merci Fabien de me donner la parole. Bonjour à tous. Attendez, je suis un peu perdu. Mais, donc, non, pour tout ce qui est intelligence artificielle, mais même pour la finance,
En fait, on va s'appuyer sur votre bagage venant de classe préparatoire, et on va aussi vous amener tout le complément de connaissances et de compétences qui sont nécessaires pour arriver à ces formations de troisième année. Euh, pour nous, enfin, que ce soit modélisation, simulation ou transport et véhicules intelligents ou l'IA, c'est une spécialisation qui arrive en troisième année. Et la première année, en fait, il y a une spécialisation continue, progressive. Donc la première année est là pour amener les bases en mathématiques, en physique, en informatique, et donc vous amener tout doucement vers une spécialisation qui va vers l'IA en particulier. Après, il y a toujours la question entre l'IA et le big data ou les statistiques. Donc il y a une vision plutôt mathématique ou plutôt informaticienne de la chose. Sonia vous pourra vous parler de la partie peut-être plutôt mathématique. En ce qui me concerne en tant que responsable du parcours IA, c'est plutôt la vision informatique qui va être prégnante dans cette formation. Pour autant, tout le bagage mathématique que vous aurez acquis avant la troisième année sera essentiel pour bien comprendre en fait, les algorithmes qui se trouvent derrière. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir plutôt les mettre en musique d'un point de vue informatique dans le parcours IA, s'appuyer sur vos... On fait pas comment on dit on fait de l'informatique et on utilise l'outil mathématique. Mes collègues de mathématiques vous diront qu'ils font des maths et ils utilisent l'outil informatique. Nous, c'est vraiment l'autre vision des choses. On veut essayer de créer des agents autonomes capables de répondre et de s'adapter à des environnements mouvants ou changeants. Et donc, c'est plutôt la version informatique de la chose. Merci Alexandre. Une autre question assez généraliste, celle-là aussi. Est-ce qu'il y a une matière prépondérante à l'ENSTA, notamment peut-être en première année, ou est-ce qu'il faut être bon, on va dire? Il n'y a pas de matière prépondérante à l'ENSTA. Enfin, il y a des matières prépondérantes à l'ENSTA. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une des spécificités de l'école, c'est vraiment sa pluridisciplinarité. Et le positionnement de l'école, c'est, on dit qu'on est l'école de l'ingénierie des systèmes complexes. Et en fait, pour ça, il faut avoir une vision extrêmement diverse des différents problèmes que l'on peut avoir à traiter dans un projet, que ce soit des problématiques scientifiques et techniques ou non scientifiques. Donc de pouvoir interagir avec toutes les personnes qui vont traiter ces différentes, qui vont porter l'expertise sur ces différents champs. Donc en première année, typiquement, il va y avoir alors c'est vrai, un gros bagage de maths. C'est un positionnement fort de l'école, c'est vrai. Il faut voir qu'à la fin de la première année de l'école, en gros, un étudiant, il a le bagage d'un étudiant qui sort d'une licence de maths. Mais enfin bon, à la fin de la première année, on n'est pas très loin non plus d'avoir le niveau d'une licence de mécanique. Même on a le niveau d'une licence de mécanique. Alors par rapport à une licence 3A, je pense qu'on est beaucoup plus diversifié, donc du coup il y a plus de trous dans la raquette, mais le bagage est également assez dense. Donc en gros c'est des maths, mais c'est des maths comme vous n'en avez pas fait jusque-là. C'est des sciences et technologies de l'information et de la communication, c'est de la mécanique, c'est de la physique. C'est également donc des langues, 2 langues obligatoires dont l'anglais. C'est également de l'économie, c'est également toute la partie innovation, c'est également des enseignements de culture pour vous bousculer un petit peu et vous sortir de vos modes de raisonnement usuels très déductifs. Donc je parlais tout à l'heure de plasticité intellectuelle, hein, c'est là pour ça. C'est de la communication, donc vous voyez c'est très très vaste. Il faut quand même avoir une bonne appétence pour les matières scientifiques, mais ne pas être réfractaire au reste. Voilà. Alors justement, si mes collègues sont d'accord avec ce que je viens de dire. Si, complètement. Et je rajouterais que de toute façon, c'est primordial, on va dire, dans la formation d'un ingénieur aujourd'hui. En fait, dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, alors il reste des spécialistes, il reste des experts dans des domaines, mais pour gérer des projets complexes, et tu as parlé d'ingénierie complexe, c'est exactement ça. Il faut être capable d'avoir une vision un peu globale qui englobe différentes disciplines. Donc là, on a toute la force du côté
ingénieur généraliste de l'ENSTA, où ce socle de première année dont tu parlais permet vraiment d'avoir les bases pour ensuite aller attaquer à des problèmes les plus intéressants, qui sont souvent les plus complexes, et pour lesquels on a besoin d'avoir un socle de compétences multidisciplinaires assez large. Et vraiment, la première année sert très très bien à ça et permet ensuite un peu plus de spécialisation, mais tout en gardant cette vision d'ensemble indispensable aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort de ce que nous disent les entreprises, c'est que nos diplômés ont une expertise technique que peu d'autres écoles apportent. Alors par technique, attention, c'est pas technologie. On est l'école des techniques avancées. Technique, c'est à comprendre dans le sens modèle, outil, concept. Voilà, c'est pas une techno. C'est-à-dire que ce sont des technologies, des techniques avancées, donc des concepts avancés, des méthodes avancées, des outils avancés qui ne deviennent jamais obsolètes. Une technologie, par essence, a vocation à devenir obsolète. Je rajouterais que quand même, on a une vision applicative aussi, c'est-à-dire que ces concepts mathématiques, on essaye de les mettre dans une certaine réalité. Donc, on a beaucoup de projets au sein des parcours qui permettent de vous raccrocher à la vérité terrain. Et donc, c'est de la science, d'accord, des techniques, mais pas décorrélées de la réalité. Toujours appliqué, Ouais. tout à fait. À du concret et à des vraies problématiques d'ingénieurs. Tout à fait. Alors, pour rebondir sur cet aspect appétence pour les sciences, eh bien, un des étudiants nous prend au mot et nous demande si il y a des cours de relativité générale à l'ENSTA. Il y a des cours d'astro avec une petite approche sur la relativité. Alors, il y a de la relativité restreinte. Je ne pense pas que Jérôme aille jusqu'à… Enfin, il va donner quelques concepts, mais il ne va pas traiter la relativité générale dans son ensemble. Mais il y a un module d'enseignement alors qui est électif, même si on l'appelle enseignement thématique. C'est un enseignement au choix en fin de première année, où ces notions-là sont abordées. Mais il n'y a pas un vrai cours de relativité générale tel qu'on pourrait l'avoir typiquement en M2. C'est des notions qui normalement s'abordent au niveau d'un M2 de physique théorique. Très bien. Mais une spécialisation, une spécialisation en ingénierie physique est ensuite possible plus tard, pas en première année, mais justement en troisième année. Il est possible de se spécialiser pour quelques étudiants en physique et traiter vraiment des cours de relativité générale, etc. Alors, une autre question. Est-il gênant d'avoir interrompu la langue vivante, la deuxième langue vivante, 1 an ou 2 en prépa? Peut-on en changer? L'enseignement en langue ressemble-t-il à celui de la prépa? Non. Alors, oui et non. Deux questions. Voilà, oui et non. D'abord, sur la deuxième langue, non, vous pouvez, que vous l'ayez interrompu pendant 2 ans, en fait, c'est classique. C'est très classique. Que vous en changiez, c'est tout à fait possible également. Voilà, on a des groupes de niveau pour. Donc, l'anglais est obligatoire, mais après, vous pouvez prendre des cours en allemand, en espagnol, en italien, en russe, en japonais, en arabe, en chinois. Je ne sais pas si j'ai oublié des langues. En portugais. Espagnol. J'ai pas dit espagnol. Espagnol aussi. Voilà, portugais également. Bon, voilà. Donc, on couvre quand même une large palette de cours. Et puis, donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai oublié la deuxième partie de la question, Didier. Alors, est-ce que l'enseignement en langue ressemble à celui de la prépa? Ah oui, alors en fait, il y a des enseignes, tout dépend du niveau de l'étudiant. C'est-à-dire que la plupart du temps, on essaye de faire en sorte que nos cours soient des enseignements qui aient une thématique. Typiquement, ça peut être le cinéma anglo-saxon. Ça peut être la littérature anglaise du XVIIIe siècle. Enfin voilà, à chaque fois, il y a des thèmes
ça peut être des thèmes de société, en général tournés vers le monde anglo-saxon. Par contre, pour les étudiants qui ont un niveau très faible en anglais, puisqu'il y en a quelques-uns qui arrivent avec un niveau très faible, et il faut savoir que il faut amener tous les étudiants à un niveau d'anglais minimum validé par alors, une certification extérieure. Pour le TOEIC, c'est 850. Donc là, il y a un accompagnement pour le TOEIC, mais il y a un accompagnement du coup qui est plus classique pour acquérir les bonnes bases linguistiques avant de. Mais normalement, la plupart des étudiants arrivent avec un niveau d'anglais qui permet de s'insérer dans des groupes thématiques. D'accord. Alors, une question très concrète. Quel est le contenu de la spécialisation ingénierie mathématique? Est-ce que c'est plutôt de la finance ou de la modélisation ou autre chose? Alors, Sonia, je pense que tu peux donner tous les répondre à cette question. Donc, justement, on a beaucoup parlé de la première année et du tronc commun de première année, donc qui contenait des cours de mécanique, d'informatique, mais aussi de mathématiques. Et donc, à partir de la deuxième année, en général, on se spécialise. Et donc, il y a une spécialisation, une majeure, on appelle ça majeure à l'ENSTA, d'ingénierie mathématique. Alors, il faut savoir que cette deuxième année de l'ENSTA est associée à un M1 de mathématiques appliquées également. Donc, ça veut dire que finalement, là, c'est une vraie spécialisation en mathématiques appliquées et qui est encore assez généraliste dans le sens où vous allez avoir des cours de modélisation, effectivement, et de simulation, mais aussi des cours de finance, plus précisément de proba avant de faire de la finance, des cours de statistique et des cours d'optimisation et de recherche opérationnelle qui vont vous permettre ensuite, tous ces cours-là sont un peu des cours de base avant de vous spécialiser en troisième année, où là, vous allez effectivement choisir parmi ces différents domaines des mathématiques appliquées. Et donc, il y en a 3 principaux, disons, à l'ENSTA qui sont enseignés. Donc, il y a une spécialisation en modélisation et simulation. Donc, c'est moi qui suis la responsable. Ensuite, il y a une spécialisation en finance quantitative. Et enfin, une spécialisation en optimisation et sciences des données. Voilà. Et ces 3 parcours sont aussi associés en général à des M2, parce qu'on considère qu'effectivement, les métiers qui sont proposés à nos ingénieurs en mathématiques appliquées sont souvent des métiers qui sont proches de départements de recherche et développement. Et donc, que c'est intéressant dans ce cas-là d'avoir une spécialisation et d'associer cette formation à des M2 de recherche. Voilà. Merci beaucoup, Sonia. Que j'ai répondu à la question. Oui, il me semble. Alors, justement, il y a beaucoup de questions autour du thème de la recherche. C'est bien. Est-ce qu'il y a des parcours spécifiques donc en troisième année qui préparent plus spécialement à la recherche? Formulé autrement, comment l'école prépare à faire de la recherche après le diplôme? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a un peu plus de 20% de nos diplômés qui poursuivent en thèse. Donc, c'est assez naturel à l'école. Donc, il n'y a pas de parcours spécifique, sauf un. Alors, allez, je vais dire 2. Tous les parcours permettent de poursuivre en thèse. Il y en a 2 qui sont dès le début, je dirais, faits pour. Il y en a un qui est le parcours doctorat, c'est-à-dire donc qui porte bien son nom. L'étudiant qui, en fin de deuxième année, sait que en fait, il voudra faire une thèse, peut demander à ce que un M2 qui ne peut pas être suivi par ailleurs dans un cadre classique à l'école devienne le cœur de sa formation. Donc, il va suivre le M2, il va devoir suivre un complément d'enseignement à l'école, quand même. Et donc, derrière, il poursuivra en thèse. Voilà, donc cette année,
je crois qu'il y en a 8 qui ont dit voilà, qu'ils voulaient absolument faire ce parcours-là avec plutôt des masters en physique, une pour mathématiques pour les sciences du vivant. Enfin, voilà, en fait, une palette de masters assez divers, hein, que ce soit donc plutôt dans les domaines des mathématiques, de la physique, de la mécanique, donc il y en a qui vont faire de l'océano, ou des sciences et technologies de l'information et de la communication, donc ça couvre vraiment tous les domaines. Après, il y a des étudiants qui vont, comme le disait Sonia, ceux qui auront suivi, qui sortent de la majeure maths en deuxième année, vont suivre un parcours de troisième année. Tous les étudiants qui sont en parcours, dans un parcours mathématicien, en fait, suivent un M2. Donc, avec le parcours de modélisation et simulation, donc ils suivent un M2 en plus. Donc, en fait, c'est des cursus qui sont complètement imbriqués, hein, donc ils sont structurés de façon cohérente. Donc c'est analyse, modélisation et simulation avec le parcours donc modélisation et simulation de Sonia. Avec finance quantitative, c'est le master principal, c'est statistique et finance de l'Institut Polytechnique de Paris. C'est également probabilité et finance pour quelques étudiants. Mais là, c'est un master un peu lourd, donc il est difficile d'associer à des enseignements de l'école. Et puis, avec sciences et optimisation des données, c'est data science, c'est optimisation, c'est MVA. Alors, MVA, c'est Sonia, tu dois te souvenir c'est l'acronyme de quoi MVA déjà? Mathématiques, vision et apprentissage. C'est ça. Oui. Voilà. C'était le M qui me. Mathématiques, vision et apprentissage. Mathématiques. Ben oui, ben oui. C'est évident. Et puis le dernier, recherche opérationnelle. Donc là, on est un peu plus à la frontière entre les maths et l'info, mais c'est un master qu'on porte et qui a beaucoup de succès aussi bien auprès des étudiants que des entreprises, en fait. Hein. Voilà. Et après, il y a également donc, sur d'autres parcours la possibilité de suivre des M2. Et on a de toute façon 3 profils en troisième année, dont un est recherche et innovation. Et ce profil-là, en fait, il est fait pour des étudiants qui veulent compléter leur bagage donc de parcours de spécialisation de troisième année par des enseignements scientifiques à choisir au sein d'un M2 de l'Institut Polytechnique de Paris. Et là, ils ont liberté pour soit approfondir une thématique liée au parcours, soit ouvrir un nouveau champ de compétences, sous réserve évidemment qu'ils aient les bonnes compétences pour suivre, qu'ils aient le bon bagage pour pouvoir suivre les enseignements visés. D'accord. Une question toute simple, quelle est la taille des promos? Alors, elle augmente. Elle augmente. Là, on a franchi le cap l'année dernière des 200 étudiants sur la promo de première année. Donc nous, ça nous paraît énorme, hein. 200 étudiants, maintenant, voilà, on est 4 fois plus petit qu'une école qui est pas très loin, qui est Centrale Supélec. On est 2 fois et demi plus petit que l'école polytechnique en termes de promo de première année. Donc, on a 200 étudiants en première année. On diplôme 250 étudiants par an. Donc, il y a un flux d'étudiants qui arrive au cours des années. En deuxième année, il y a de l'admission, beaucoup d'admissions internationales. Puis en troisième année, c'est complété par les polytechniciens et les normaliens qui rejoignent le cursus également. Alors, justement, en deuxième et troisième année, les places sont-elles limitées dans les spécialisations? Non, on n'a pas de quota. En fait, alors je ne dis pas que d'ici à ce que vous arriviez en troisième année, on n'en ait pas mis, mais pour l'instant, on souhaite ne pas mettre de quota. Ça fait partie des choix de l'école. On n'a jamais mis en place de quota. Alors parfois, on interdit l'accès à certains parcours à des étudiants qui nous paraissent trop faibles et que ça mettrait en danger.
mais jamais pour un problème de nombre de places. Voilà. Donc, il n'y a pas de quota en deuxième année, il n'y a pas de quota en troisième année. Mais si je peux rajouter peut-être quelque chose juste sur le nombre d'étudiants par promotion, je ne sais pas si finalement on trouve ça bien qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup. Je ne sais pas quel est le côté positif, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des promotions qui nous permettent de suivre vraiment de manière individualisée et personnelle les étudiants. Et on les connaît. On les connaît tous. Nous, professeurs, on connaît quasiment tous les étudiants et je trouve que du coup, ça fait des promotions à taille humaine et aussi une possibilité pour chaque étudiant d'avoir un professeur référent qui le suit et qui peut le conseiller de manière individualisée. Voilà. C'est vrai que ça fait partie des points assez importants à l'école. On est très attaché au suivi individuel des étudiants. L'ENSTA, ça a toujours été un peu une famille. Alors c'est vrai avec les étudiants, c'est vrai au niveau du personnel aussi. Donc il y a une communauté qui se crée entre le personnel et les étudiants, pas seulement les enseignants-chercheurs. Hein. Évidemment, les enseignants-chercheurs sont ceux qui sont le plus en contact avec les étudiants, mais tout le personnel se sent partie prenante de la formation et ça, c'est assez... ça vient du fait qu'on est à taille raisonnable, en tout cas. Puis, on peut ajouter aussi qu'il y a quand même un effet silo, hein, c'est qu'il y a un peu plus de 200 étudiants en première année, mais avec les spécialisations en major en deuxième année, puis ensuite les parcours de troisième année, on se retrouve avec des groupes qui sont complètement à taille humaine en troisième année et où chaque responsable de parcours vraiment, je vais pas dire fait un suivi personnalisé, mais on sait très bien ce que font les gens, on discute régulièrement avec eux, on peut les conseiller facilement. Donc la taille reste encore largement à taille humaine et c'est très très appréciable pour l'organisation au quotidien. En tout cas, je rejoins Sonia sur ce qu'elle disait, c'est vraiment ça. Le plus gros groupe en troisième année, ça doit être le parcours sciences de l'optimisation et des données et où ils doivent être un peu plus de 40. Mais en réalité, c'est 40 qui se divisent en 4. Parce qu'il y a 4 finalement, il y a 4 sous-spécialisations. Donc voilà, les étudiants sont vraiment bien suivis et connus. Ça, y a pas de... Bien. Je rajoute même qu'en première année, ils sont suivis aussi. C'est vrai qu'il y a des amphithéâtres de 200 personnes, mais on va rediviser après pour les petites classes en groupes d'une vingtaine d'étudiants, ce qui fait qu'on arrive encore à les suivre. Donc voilà, c'est pas vous allez arriver en première année, noyé dans la masse de 200 personnes, et il faudra attendre la troisième année pour voir au moins un suivi ou quelque chose. Dès la première année, en fait, on fait en sorte que ce soit des petits groupes. Et le fait qu'il y ait des personnes qui arrivent aussi en deuxième année, je pense qu'on n'a pas mis l'accent, mais la part internationale, elle est importante aussi à l'ENSTA. Les admis sur titre en deuxième année sont une bonne représentation de cette relation internationale. Il y a aussi des campus offshore, que ce soit en Tunisie ou en Chine, qui fait qu'on a un brassage de population qui est très bien, qui permet aussi de continuer l'ouverture autre que la science à l'ENSTA. C'est vrai, quand j'ai dit qu'il y avait, désolé Didier, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 200 étudiants en première année, en fait, en première année, il y a 200 étudiants à Paris. Parce qu'on a également 18 étudiants qui sont à Tunis, qui sont recrutés sur le concours tunisien et qui suivent exactement le même cursus, les mêmes cours et qui ont les mêmes examens que ceux à Paris. Alors oui, je vais reprendre la main, excusez-moi, mais les questions commencent à arriver. Là, ils se sont réveillés, nos amis étudiants. La spécialité mathématiques appliquées finance permet-elle de faire de la finance d'entreprise, type fusion, acquisition, etc. Alors, la question est... si tu préfères. Toi, tu sais, Thomas? On n'est pas tellement sur de la finance d'entreprise. C'est un positionnement qui a été beaucoup investi par l'école des ponts, me semble-t-il. Nous, on est plus c'est vrai, sur les métiers de Kant, donc d'analyste quantitatif. Voilà, c'est davantage le positionnement qui est choisi. Moins sur la finance d'entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, hein, mais c'est vrai que c'est pas tellement la formation. Ouais. D'accord.
Quelle est la proportion d'élèves à faire un double diplôme et comment se passe la sélection pour les doubles diplômes? Est-ce qu'on a une idée de ça? Double diplôme France, étranger? Euh, oui, enfin, effectivement, il me semble que c'est la seule option. Non, non, enfin, double diplôme en France, il y a tous les étudiants qui vont pouvoir faire un M2, donc obtenir un master en complément de leur. Donc là, ils sont assez nombreux. Alors, si on exclut ça, en France, il y a des doubles diplômes avec HEC, il y a un double diplôme avec l'IFP School, il y a un double diplôme avec l'INSTN et on a un double diplôme avec l'école navale. Voilà les doubles diplômes français. Après, il y a les doubles diplômes à l'international. J'imagine que la question portait davantage sur ça. La proportion, on a, je dirais, une trentaine d'étudiants chaque année qui partent en double diplôme. On aimerait qu'ils soient plus nombreux. Mais on a des étudiants souvent qui nous disent mais on est bien à l'ENSTA en fait. Donc on les pousse à partir, mais voilà, comme les enfants, ils restent au nid euh, longtemps. Bon, il y a plein de possibilités, hein, il y a plein de périodes pendant lesquelles les étudiants peuvent partir à l'international. Tous les stages peuvent se faire à l'international. Il y a possibilité de substituer le deuxième semestre de la deuxième année. Il y a possibilité donc de substituer la troisième année par un programme international de 3 semestres minimum. Voilà, donc il y a différentes possibilités. Là encore, on n'a pas de. Alors, on a des places, effectivement. Quand on a des doubles diplômes signés avec des établissements partenaires, c'est vrai qu'il y a un nombre de places en général. Donc là, on est obligé de travailler à la meilleure répartition des étudiants, mais on essaye de le faire en bonne intelligence avec les étudiants. C'est-à-dire de faire en sorte que les étudiants aussi entre eux réfléchissent à quelles sont leurs priorités en termes de candidature. Bien sûr. Y a-t-il des partenariats de double diplôme en partenariat avec des écoles de commerce Voilà, je l'ai signalé tout à l'heure, oui, on a un double diplôme avec HEC. Et à l'étranger, non. Ce sont que des plutôt physiques, plutôt. Alors, à l'étranger, effectivement, ce sera toujours avec des établissements soit en sciences, soit en ingénierie. Alors, certains parcours peuvent associer à la fois des aspects management et des aspects scientifiques, mais on tient à ce qu'il y ait toujours un positionnement ingénierie et ou sciences. D'accord. C'est en particulier le cas, je crois, du partenariat avec l'Université de Singapour, si je ne m'abuse. Enfin, c'est très. Là, c'est très, très scientifique avec Singapour. Ouais, c'est très, très scientifique, pour le coup. OK. Demandez-vous aux étudiants de prendre une année de césure pour des projets personnels, césure obligatoire ou optionnelle, et sous quelles conditions? Alors, l'année de césure est possible à l'école. On a à peu près, actuellement, on a à peu près un peu plus d'un tiers. Je crois que le dernier calcul, ça devait être 37% d'une promo à la fin de la deuxième année qui décide de faire une césure. Les césures, ça a débuté au début des années 2000. Au début des années 2000, on devait avoir, je crois qu'on avait une étudiante en césure, si je me souviens bien. Et puis, donc ça a commencé à croître. Moi, je pensais qu'il y avait un moment où on allait basculer, qu'on allait passer de peu à quasiment toute la promo. J'ai parlé de l'école des ponts tout à l'heure. Quasiment 100% des étudiants issus de la première année font une année de césure à l'école des ponts. À Télécom, c'est pas très loin, c'est entre 0 et 5%. Donc je pensais qu'en fait on basculerait d'un côté à l'autre, et en fait non. On a oscillé entre 30 et 50% et on est toujours à ce niveau-là. Alors la césure, derrière le mot césure, normalement ce qu'on met, c'est une césure professionnelle, donc ce sont 2 semestres de stage en entreprise. Je rappelle qu'il est interdit aux entreprises de signer un stage de plus de 6 mois.
Donc, par contre, ça peut être un stage d'1 an en entreprise à l'international. Ça peut être un stage en entreprise et un stage en laboratoire. Ça peut être 2 stages en laboratoire. Par contre, pour un étudiant qui voudrait faire une formation, typiquement, on en a qui passent la Greg cette année, la Greg de maths ou la Greg de physique. Là, on n'est plus dans une césure, on est dans une interruption de scolarité. Alors, ça revient au même, hein. Sauf qu'on considère que l'étudiant, il va avoir une inscription, donc il est couvert d'un point de vue sécurité sociale, enfin, il a une couverture sociale, donc on peut se permettre de le mettre en interruption de scolarité. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'en fait, on se sent toujours responsable de nos étudiants, même s'ils sont en interruption de scolarité. Donc, un étudiant, par contre, qui nous dit « Ah, moi, j'ai envie de prendre une année pour aller faire le tour de l'Amérique du Sud à vélo », alors là, on tique un peu. Parce qu'en fait, comme je le disais, on se sent responsable. Même en césure, en fait, en réalité, on est responsable. Et donc là, on ne va pas vous laisser partir faire ça. Par contre, une année dans une ONG, oui, c'est possible. Dès que vous aurez un statut, dès que vous aurez une couverture, on l'accepte. Mais c'est de l'interruption de scolarité. J'aimerais qu'on aborde à présent un peu les parcours de troisième année et que chacun des enseignants-chercheurs nous présente un peu son parcours. Alexandre, qu'est-ce que vous pourriez nous dire du parcours de 3A intelligence artificielle, s'il vous plaît? Quels sont les débouchés? Quels sont quelques exemples de projets d'étudiants dans le domaine, peut-être? Alors, une petite présentation rapide. Donc, le parcours intelligence artificielle est relativement récent, même si on en fait depuis un petit moment quand même à l'ENSTA. Il a une particularité d'avoir été monté en collaboration avec Télécom Paris, notre école partenaire qui se trouve vraiment pas très loin. Ce qui fait qu'il y a à peu près la moitié des enseignements qui sont faits par les enseignants de l'unité d'informatique, enfin, de l'unité de robotique pour faire court, et la moitié des enseignements qui sont faits par les collègues de Télécom, ce qui fait qu'on arrive à avoir une complémentarité dans la formation. On a une vision très globale de l'intelligence artificielle. On ne se concentre pas sur l'effet de mode à l'heure actuelle, sur les réseaux de neurones et tout ce qui est piloté par les données. On a une part importante aussi sur ce qu'on appelle l'IA symbolique ou ce qu'on appelle aussi les bonnes vieilles techniques de l'IA. Mais ça nous semble un élément essentiel pour avoir une formation complète sur ce domaine-là. Et c'est en lien aussi très fort. En fait, c'est la majorité des enseignants-chercheurs en fait, qui font cours dans ce parcours-là font aussi cours en M2. Donc, on a un lien très fort aussi avec l'état de l'art et la recherche. Donc, on est au goût du jour sur cette technique-là. Après, au niveau des projets étudiants, au niveau des PFE, donc, enfin, des projets de fin d'études ou voire même des projets pendant l'année, c'est très, très varié. On va avoir des choses en détection de fraude. Voilà, détecter des anomalies. Est-ce que la carte bancaire elle est bien utilisée au bon moment par la bonne personne ou est-ce qu'il faut interdire le débit? On va avoir des choses en cybersécurité, en Internet des objets. On a des choses plus standard ou plus lié à l'ingénierie avec des projets avec EDF sur des études plutôt machine learning pour les éléments de mécanique, pour les éoliennes ou des choses comme ça, pour de la maintenance ou de la maintenance prédictive. Donc c'est très très varié. Enfin, on bénéficie aussi de l'aura actuelle de l'IA qui se disperse un peu dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le transport, la défense, l'énergie. Donc voilà, c'est quasi illimité ce qu'on a envie de faire. On arrive toujours à trouver, enfin l'étudiant arrivera toujours à trouver le sujet dans la thématique qui lui plaît et qui permettra de s'épanouir. Et pourriez-vous nous donner quelques exemples de postes que des étudiants ayant suivi ce parcours ont intégré récemment? Récemment, alors c'est beaucoup de R&D en fait. Il y a beaucoup de départements dans les boîtes qui veulent essayer ou concrétiser en fait l'utilisation de l'IA dans leurs activités. J'ai pas de statistiques, mais c'est majoritairement la grosse partie des débouchés à l'heure actuelle. Merci Alexandre. Sonia, même question. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement votre parcours modélisation et simulation? Oui.
Donc, ce parcours apporte des connaissances et des techniques de pointe, je pense, sur donc le domaine de la simulation, de la modélisation et de la simulation numérique de phénomènes physiques, biologiques, mécaniques. Donc, la démarche est la suivante. On part d'un problème physique, une épidémie, par exemple, un problème vraiment très concret, la propagation d'une épidémie, la propagation du son, la propagation d'un séisme, d'un tsunami, etc. Et ensuite, après une modélisation de ce phénomène, on en sort des équations. Et l'étude de ces équations permet ensuite l'étude mathématique et numérique de ces équations permet ensuite de faire des simulations et voire même de faire des simulations de manière rapide de ces phénomènes physiques. L'idée, c'est justement de reproduire un certain phénomène, d'en avoir des informations, de prévoir, de porter des diagnostics, etc. Voilà, donc ça c'est un peu la démarche, disons, classique. Et les applications, donc vous l'avez compris, elles sont en physique, dans les transports, dans les énergies, en biologie, dans tous les domaines où finalement on utilise la simulation numérique pour avoir des informations. Et plutôt que de faire des tests, disons, des tests concrets, on va plutôt faire des tests numériques pour avoir des informations sur un certain problème, quoi. Voilà. Au niveau des débouchés, ou je dirais des exemples de postes occupés par nos étudiants à l'issue du diplôme. Donc, c'est vrai que à l'issue de ce parcours, ces dernières années, il y a eu beaucoup de thèses, finalement, de thèses de mathématiques appliquées. Et puis ensuite, après ces thèses, ou même juste après le parcours, les étudiants vont dans des départements en général de recherche et développement aussi, comme le disait Alexandre, et dans des entreprises de type EDF, le CEA, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Voilà, dans l'industrie en général, chez Airbus aussi, il y en a un certain nombre. Donc voilà, dans l'industrie française, accueille pas mal de nos étudiants en modélisation et simulation. Merci Sonia. Fabien, même question. Si vous pouviez nous présenter votre parcours mobilité intelligente et ingénierie des véhicules, et puis nous présenter aussi ce sur quoi ça débouche. Très bien, oui. Sous cette forme-là, en tout cas, c'est un petit peu, je rejoins un petit peu ce que disait Alexandre. Sous cette forme-là, mobilité intelligente et ingénierie des véhicules, le parcours est assez récent, hein. Son nom précédent, enfin sa forme précédente, c'était transport terrestre. Donc, c'était un petit peu, ça sonnait un petit peu ancien monde, on va dire, et puis c'était un parcours qui était très orienté pour le coup sur la mécanique. Et en fait, le parcours s'est adapté ces dernières années pour répondre en fait aux vrais besoins, enfin en tout cas aux besoins actuels des industries du transport et de la mobilité au sens plus large. Et donc, c'est un parcours qui finalement devient assez généraliste dans l'esprit. Donc, c'est un parcours où toujours, parce qu'il y a toujours un besoin assez fort dans ces industries du transport et de la mobilité d'avoir un socle en mécanique, puisqu'on produit, on conçoit des objets qui sont avant tout des objets mécaniques, hein, des véhicules notamment. Et donc, du coup, il y a un socle mécanique de simulation et aussi de simulation mécanique des fluides avec des notions d'aérodynamique qui sont abordées. Mais de manière plus large, le parcours, en fait, s'oriente vers on va dire, des systèmes complexes et savoir comment concevoir ces systèmes-là. Et donc, des systèmes notamment type véhicule autonome, avec l'idée, donc, dans ce parcours, d'avoir les bases à la fois au niveau de la mécanique pour construire ces objets-là, mais aussi au niveau des capteurs, de la fusion de données venant des capteurs, et puis ensuite de la
conception, on va dire, coordonnée, de l'optimisation coordonnée des systèmes de véhicules autonomes, que ce soit pour des véhicules particuliers ou également pour des véhicules, on va dire, de transport en commun, typés train, tramway ou autre. Donc du coup, voilà, une grande partie du parcours est orientée sur la conception et des méthodes de conception de ces systèmes complexes. Donc avec pas mal de simulations, énormément de projets appliqués. Dans ce parcours, il faut savoir qu'il y a environ, je dirais à peu près entre 80 et 90% des cours qui sont donnés par des intervenants industriels. Qui viennent à la fois des grands acteurs, on va dire, du monde de la mobilité, type Renault, PSA, type SNCF, RATP aussi du côté ferroviaire, et puis ensuite tout un tas d'autres acteurs qui peuvent participer, des acteurs du monde de la défense aussi, et qui donc transmettent aux élèves les méthodes actuelles, on va dire, de conception de ces objets complexes pour la mobilité, avec une notion aussi qui commence à être intégrée sur les réseaux de mobilité et la multimodalité, on va dire, des déplacements qui sont faits aujourd'hui. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir toutes les bonnes bases techniques et surtout une vision d'ensemble et donc les outils pour pouvoir, on va dire, accrocher les différents wagons des différentes physiques qui sont en jeu pour pouvoir concevoir ces objets-là et être capable de travailler dans différents domaines ayant trait à la mobilité, et notamment à la mobilité électrique et autonome, qui sont aujourd'hui des enjeux majeurs pour ces industries-là. Alors justement, nos étudiants sortant de ce parcours, ils sont embauchés chez qui typiquement? Alors c'est assez variable, hein. Si on reprend ce qu'on disait, alors encore une fois, je rejoins et Sonia et Alexandre, c'est énormément de postes de R&D, hein. C'est en termes de premier poste, c'est majoritaire. Sur ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a quand même un nombre non négligeable des élèves qui sortent de ce parcours-là qui finissent par faire une thèse. La plupart du temps, une thèse d'ailleurs en entreprise, hein. C'est un dispositif souvent CIFRE. Donc, avec des employeurs qui sont les employeurs, enfin, encore une fois, alors, beaucoup d'employeurs, bien évidemment, qui interviennent dans le parcours parce que forcément, les élèves prennent des contacts et en tout cas pour les stages et puis ensuite pour le premier emploi avec l'ensemble des intervenants du parcours. Donc forcément, Renault, PSA, Michelin, Valeo, énormément d'acteurs de ce domaine-là. SNCF, RATP également. Et puis, ça ouvre un champ plus large parce qu'il y a une certaine, enfin, en tout cas dans le domaine de la conception de ces objets-là, il y a une certaine porosité, on va dire, entre les transports dits terrestres et les transports peut-être aériens ou sous d'autres voies. On a aussi quand même un certain nombre d'étudiants qui finissent par être embauchés, par exemple, par Safran, pour concevoir soit des drones, soit vraiment directement des éléments plutôt liés à l'aéronautique et au spatial. Donc c'est très très vaste effectivement comme débouché. Alors une dernière question et qui concerne en fait les stages qui en particulier en cette période un motif d'inquiétude supplémentaire. Mais les étudiants sont-ils accompagnés dans la recherche de stages? Y a-t-il des places réservées dans certaines entreprises ou bien doivent-ils tout faire par eux-mêmes? Enfin, bon, la vérité doit être quelque part entre les deux, mais voilà. Comment est-ce qu'on les accompagne pour les stages, la recherche de stages? Alors effectivement, la réponse, elle est un peu entre les deux. D'abord, on prépare les étudiants à la recherche de stage. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre les bonnes pratiques pour rechercher un stage. D'abord, les aider à définir leur projet. Deuxièmement, les aider enfin pas les aider, mais les former à construire leur CV, leur lettre de motivation. On va leur apprendre à faire face à des entretiens de recrutement. Voilà, donc ça c'est déjà sur les outils purement techniques. Après, sur la recherche de stage, alors ça dépend du type de stage. En première année, c'est un stage opérateur. En deuxième année, un stage de recherche et en troisième année, un stage ingénieur. Dans tous les cas, les étudiants ont accès à une base de données des stages des années précédentes. Donc déjà, il y a finalement une grande diversité de stages. Pardon, pour répondre d'abord à la question, y a-t-il des places réservées dans une entreprise?
je ne connais pas une entreprise qui réserve des places à des stagiaires. Ça n'existe pas. Enfin, je n'en connais pas. Jamais une entreprise dira oui, de base, on recrutera tant d'étudiants de telle école pour aller dans tel service. Ça, c'est pas possible. Maintenant, il y a des entreprises qui nous aiment bien et dans lesquelles tous les ans, il y a de nombreux stagiaires. Voilà. On peut peut-être en citer quelques-unes. Déjà, typiquement, Fabien parlait de Safran. Safran, très régulièrement, ils reviennent vers nous en nous disant vous avez des CV là typiquement pour placer nos étudiants pour les missions par apprentissage. Pour les apprentis, il les chasse, nos étudiants. Enfin, il les recherche fortement. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à nous demander les CV, à donner. On en voudrait davantage. Voilà, donc c'est vrai que des entreprises comme Safran, comme EDF, comme Thales, comme Air Liquide, comme qu'est-ce que Renault, PSA, évidemment. Il y a eu Valeo à une époque qui se portait mieux là. Donc c'est vrai que les recrutements sont moins importants. C'est Naval Group, enfin bon, voilà, ça couvre vraiment. Puis il y a plein d'entreprises là que j'ai pas citées, mais qui sont des acteurs extrêmement importants pour l'école. Donc c'est extrêmement divers. Hein. Et donc après. Chercher un stage, c'est extrêmement important que la démarche soit qu'on ne tient pas la main d'un étudiant pour chercher un stage. Ça, c'est pas bien. Voilà. Ça fait partie du travail d'être capable de démarcher parce que dans la vraie vie, plus tard, hein, quand vous chercherez un emploi, vous n'aurez pas quelqu'un à côté de vous qui vous tient la main et qui vous dit tiens, voilà, vous pouvez aller là. Donc, on est là pour vous apprendre à le faire. Et par contre, évidemment, vous avez des tuteurs à l'école qui sont là pour vous accompagner, qui sont là pour vous guider, pour vous donner des contacts, bien évidemment, éventuellement pour prendre contact avec des collègues. Ça, c'est une première chose. Après, quand vous êtes vraiment en difficulté, on a un carrière Career Center également, évidemment. Et puis, les étudiants qui commencent à dire « je suis en difficulté hein », on les prend en main et là, on les accompagne individuellement. Et là, il y a tout un travail qui est fait individuel pour remettre les choses à plat, s'assurer que les documents fournis sont adaptés, que le suivi des candidatures sont bien faites et que l'étudiant, il est à l'aise dans ses réponses lors des entretiens. Voilà. Et on contacte éventuellement des entreprises pour ces étudiants-là. Là, typiquement, par exemple, cette année, on l'a fait parce que suite Covid oblige, il y a un certain nombre de stages, il y a des entreprises qui ont annulé des stages et on a pris les choses en main et on a recontacté nos entreprises partenaires pour renvoyer les CV et des lettres de motivation. Donc, on l'a fait directement pour les étudiants. Alexandre avait quelque chose à ajouter, je crois, sur la question des stages. Non, c'était qu'il y avait cette notion de tuteur. Hein. Donc, on vous accompagne, mais on vous laisse une grande liberté quand même d'initiative. Maintenant, on est là pour s'assurer que pas une semaine avant le début du stage, vous allez vous lancer dans la recherche. Donc, on est là pour garantir que tout va bien se passer. Et après, il faut constater que quand même, les profils des étudiants ENSTA sont beaucoup demandés. Et donc, ça se fait assez naturellement de trouver des stages pour nos étudiants. On les accompagne pas beaucoup parce que ça se passe bien naturellement. Ouais, ça se passe bien beaucoup de fois. Oui. Moi, dans le parcours modélisation et simulation, par exemple, je reçois toujours des propositions de stage que je partage avec les étudiants. Mais après, effectivement, comme le dit Alexandre, c'est hyper important d'avoir une certaine liberté pour que chacun se construise son parcours professionnel en fonction de ses goûts et de ses aspirations, quoi. Donc, vous allez avoir des propositions. Ça, c'est pas un souci parce que je pense que la formation est vraiment appréciée. Et puis après, il faut avoir une certaine liberté pour faire son parcours un peu tout seul.
Voilà. Très bien. Alors, eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. L'heure est très, très vite passée. Alors, chers amis intervenants, j'ai en fait une petite question piège. Vous n'étiez pas du tout prévenus, mais j'ai envie de vous demander quelle serait votre vision de l'ENSTA en 3 mots. C'est toujours un peu compliqué ce genre d'exercice, mais bon, c'est le genre de question qui peut sortir dans les entretiens d'embauche ou de demande de stage d'ailleurs. Donc on va voir si les anciens chercheurs de l'école sont valides sur la question. On va commencer par Thomas, tout seigneur, tout honneur. 3 mots. Le premier, ça serait adaptabilité. Je pense que c'est vrai à la fois de l'école et de la formation que l'on dispense aux étudiants. On veut que nos étudiants deviennent adaptables et l'école elle-même est très adaptable. On répond en permanence aux évolutions de la société et des entreprises et aux demandes des étudiants aussi. Voilà, c'est aussi une formation exigeante. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important, très structuré. Voilà. Et le troisième, je dirais, le mot me vient pas, pourtant il existe, mais c'est une école attentive à ses étudiants. Voilà, je pense qu'on prête beaucoup d'attention individuelle aux étudiants. Voilà, une école familiale, peut-être c'est ça le mot-clé. D'accord. Voilà. Alors, je vais demander aux autres intervenants d'être un peu plus courts que Désolé. Thomas. Alexandre, par exemple. 3 mots. Convivialité, c'est peut-être le mot que tu cherchais. Dialogue, ouverture. En fait, voilà, tout le monde discute, tout le monde est très ouvert sur le monde et sur chacun. Il y avait une petite question sur la vie associative qui est très riche à l'ENSTA, et ça montre aussi qu'il y a une très grande cohésion. On a un campus qui est très actif. Voilà, convivialité et ouverture. Fabien? Plus ça va aller, plus ça va être difficile. C'est pas un cadeau pour Sonia qui va passer en dernier. Hein. On n'a pas dit que tu n'avais pas le droit de redonner les mêmes. D'ailleurs, moi je vais le faire hein, parce que je pense que l'adaptabilité de Thomas est tout à fait appropriée. Hein. Moi, c'est le premier mot qui me viendrait hein, pour le coup, parce que je suis moi-même ingénieur ENSA, donc j'en ai fait l'expérience. Hein. On est formé vraiment à s'adapter à plein de situations et plein d'évolutions de la société, donc c'est clair. Moi, j'ajouterais compétences et compétences scientifiques parce que globalement, je trouve que c'est notamment quelque chose qui se perd un petit peu dans la formation d'ingénieur où on forme des gens à gérer du projet ou à faire des choses assez délayées, on va dire. Et l'ingénieur ENSTA sort quand même avec de grosses compétences. Et ça, c'est vraiment une vraie force. Et effectivement, le dernier, c'est le côté familial. Je suis d'accord avec ça, qui est vraiment très important. Où il y a une échelle humaine, on va dire, à la fois dans la relation entre les gens et puis dans la façon de faire les cours qui est vraiment cruciale à l'école. Le mot que je cherchais, c'était bienveillant. Bon. Validé. Sonia, vous pouvez faire un mix de tout ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais pu dire analyse, modélisation et simulation, mais on m'a dit que c'est pas objectif. Donc, effectivement, je ne vais pas dire ça. Je vais dire non, mais je pensais, avant que tout le monde réponde, hein, je pensais aussi à technique et scientifique. Je pense que c'est quelque chose d'important à l'ENSTA. Pluridisciplinaire aussi. On en a un peu parlé. Et puis humain. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'important et que moi, j'apprécie en tant que professeur à l'école, de pouvoir connaître les étudiants et les suivre pendant plusieurs années et les revoir même après. Voilà. Bon. Écoutez, ce sera une formidable conclusion. Merci à tous pour ce premier webinaire de présentation de l'ENSTA. Nous avons rendez-vous mercredi prochain, mercredi 16, pour un deuxième webinaire qui sera, lui, entièrement consacré à la vie étudiante, avec des vrais témoignages et la présence d'étudiants dedans. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation à tous. Et je vous dis donc à mercredi prochain, 16 juillet, même heure, même endroit. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.